Pacifique tropical oriental a une couleur qu'on ne retrouve dans aucun autre océan de la planète. Ce n'est ni le turquoise caribéen, ni le gris acier de l'Atlantique Nord. C'est un bleu qui en surface paraît presque noir, si dense qu'il absorbe la lumière de midi sans presque renvoyer de reflets et qui, à mesure que l'œil le suit vers l'horizon, devient encore plus sombre, comme si l'océan voulait rappeler à ceux qui le regardent que l'essentiel de ce qu'il contient n'a jamais été vu par personne. À 40 mètres de profondeur, dans des eaux qui ont perdu presque tout ce bleu et sont devenues d'un gris verdâtre trouble, quelque chose émerge de l'obscurité inférieure. Ce n'est pas une silhouette, c'est un mur. Des centaines de corps argentés, chacun de près de 3 mètres, alignés dans une formation qui de loin ressemble à un seul organisme respirant. Les têtes plates et étendues de chaque côté comme l'aile d'un avion tournent lentement de gauche à droite, balayant l'eau avec un système sensoriel couvrant pratiquement 360 degrés. Le mouvement du groupe n'a pas de leader visible. Aucun individu en tête ne dicte la direction. Et pourtant, le banc entier tourne, monte, se contracte et se dilate comme s'il partageait un unique système nerveux. Le requin-marteau en banc de plusieurs centaines d'individus à certains des points les plus reculés de l'océan Pacifique. Et personne, aujourd'hui encore, ne sait avec une certitude complète pourquoi le Pacifique. 63 millions de milles carrés d'eau salée. Un tiers de la surface de la planète couvert par un seul corps d'eau, si vaste que si l'on pouvait y placer tous les continents, il resterait encore de l'espace libre autour des bords. L'océan le plus profond, avec la fosse des Mariannes descendant à près de 11 000 mètres sous la surface, une distance verticale qui dépasse largement la hauteur du mont Everest. L'océan le plus ancien sur le plan géologique, avec sa croûte océanique se formant et se recyclant dans un cycle en cours depuis bien avant l'existence sont des continents que nous reconnaissons aujourd'hui sur les cartes au sein de cette immensité. Des zones précises où la confluence de courants, de monts sous-marins et de remontées d'eau profonde crée des foyers de vie qui concentrent une biodiversité disproportionnée par rapport au vide relatif qui les entoure. Des îles océaniques reculées formées par l'activité volcanique, des chaînes de montagnes sous-marines qui n'atteignent jamais la surface, des points où le fond de l'océan s'élève suffisamment pour que les courants profonds, chargés de nutriments pendant des années d'obscurité dans les profondeurs, heurtent la roche et remontent vers la lumière. En ces points, le Pacifique révèle ce qu'il est vraiment sous son apparence de désert bleu. La scène de certains des plus grands et des plus diversifiés rassemblements de prédateurs qui existent sur Terre. Un royaume qui fonctionne depuis des centaines de millions d'années, qui a survécu à 5 extinctions massives et qui, ces dernières décennies, a commencé à montrer des fissures que l'océan, pour la première fois de son histoire, ne peut réparer seul. Le requin-marteau, Sphyrna lewini, possède l'une des anatomies les plus reconnaissables et les moins comprises de tout animal marin. La structure aplatie et étendue de sa tête, ce que les scientifiques appellent le céphalofoïle, n'est pas un caprice évolutif issu d'un processus aléatoire. C'est un organe sensoriel complet, réparti sur une surface bien plus grande que celle de tout requin de morphologie conventionnelle. Tout le long du bord antérieur de cette tête sont réparties les ampoules de Lorenzini, les électrorécepteurs qui détectent les champs électriques générés par l'activité musculaire d'autres animaux. Chez un requin au museau conventionnel, ces récepteurs sont concentrés dans une zone relativement petite autour du museau. Chez le requin-marteau, étant répartis sur une surface pouvant dépasser le mètre de large chez les individus adultes, ils fonctionnent comme une antenne de balayage haute résolution. L'animal détecte le signal électrique d'une proie enfouie sous le sable et en bougeant la tête de gauche à droite pendant la nage, un mouvement constant et rythmique qui caractérise la façon de nager de cette espèce, il triangule la position exacte de ce signal avec une précision qu'aucun requin à tête conventionnelle ne peut égaler. Les proies préférées du requin-marteau sont les raies, particulièrement celles qui vivent semi-enfouies dans les fonds sablonneux. La technique de chasse documentée chez plusieurs populations consiste à utiliser le céphalofoïle lui-même comme instrument d'immobilisation. Le requin presse sa tête contre le fond sablonneux,
immobilisant la raie contre le substrat avant que celle-ci ne puisse activer son aiguillon défensif. C'est un mouvement qui nécessite une coordination précise entre la détection électrique, qui indique où se trouve la raie sous le sable, et le contrôle moteur nécessaire pour l'immobiliser sous le bon angle. Les jeunes requins-marteaux montrent une maladresse dans cette technique qui disparaît avec l'âge et la pratique, ce qui suggère une composante d'apprentissage individuel plutôt qu'une programmation purement instinctive. Le céphalofoil offre en outre un avantage hydrodynamique que les ingénieurs navals ont étudié attentivement. En fonctionnant comme une surface portante supplémentaire, semblable en principe aux ailerons d'étrave de certains navires à grande vitesse, il permet aux requins-marteaux d'effectuer des virages plus serrés et des changements de direction plus brusques qu'un requin de silhouette conventionnelle ne pourrait exécuter avec la même musculature. Lors de la poursuite d'une raie tentant de s'échapper en terrain ouvert, cette agilité accrue peut faire la différence entre la capture et l'échec. Mais ce qui a fait du requin-marteau l'un des animaux les plus étudiés et les plus photographiés de ces dernières décennies, ce n'est pas cette technique de chasse individuelle. C'est son comportement consistant à former des bancs de plusieurs centaines d'individus en des points très spécifiques de l'océan, notamment autour des monts sous-marins et des îles océaniques reculées du Pacifique tropical oriental. Ces bancs sont majoritairement composés de femelles. Et ils se forment, selon les hypothèses les mieux étayées par les données de suivi acoustique et satellitaire, en raison d'une combinaison de facteurs qui agissent probablement simultanément. Le premier est thermorégulateur. Les requins-marteaux préfèrent des eaux relativement chaudes pour leur activité sociale, mais se nourrissent dans des eaux plus froides et plus profondes, où se trouve la plus forte concentration de proies. Se regrouper près de la surface pendant la journée, là où l'eau est plus chaude, et descendre en groupe pendant la nuit pour se nourrir dans des eaux plus froides, permet à chaque individu de récupérer la chaleur corporelle perdue pendant la chasse nocturne, sans abandonner complètement la zone d'alimentation. La deuxième hypothèse est sociale et reproductive. Les bancs de requins-marteaux présentent une structure hiérarchique observable. Les individus de plus grande taille occupent des positions centrales dans le banc, tandis que les plus petits restent à la périphérie. Cette hiérarchie spatiale n'est pas aléatoire. Elle se maintient de manière constante et exige que chaque individu connaisse sa position relative par rapport aux autres membres du groupe, ce qui implique une certaine capacité de reconnaissance individuelle au sein du banc. Les chercheurs qui ont pu photographier et identifier des individus sur plusieurs saisons au même point d'agrégation documentent que certaines femelles reviennent année après année au même mont sous-marin, ce qui suggère une mémoire spatiale à long terme et possiblement une composante de sélection du partenaire liée à ces points de rassemblement. La troisième hypothèse, la plus récente, et celle qui a généré le plus de débats dans la communauté scientifique, concerne l'orientation au moyen de champs magnétiques. Les monts sous-marins où se forment les plus grands bancs de requins-marteaux coïncident avec des anomalies magnétiques locales du fond océanique, générées par la composition des roches volcaniques qui forment ces structures. Les requins-marteaux possèdent des électrorécepteurs sensibles aux champs magnétiques faibles, et l'hypothèse propose qu'ils utilisent ces anomalies comme point de référence dans une carte magnétique mentale qui leur permet de naviguer en retour vers les mêmes points d'agrégation à travers des centaines de kilomètres d'océan ouvert, sans aucune référence visuelle. Si cette hypothèse est correcte, les requins-marteaux sont des navigateurs magnétiques d'une précision comparable à celle des oiseaux migrateurs, dans un milieu tridimensionnel et sans point de référence fixe. Aucune de ces trois hypothèses ne s'exclut mutuellement. Le plus probable est que les trois facteurs agissent de manière combinée pour créer l'un des spectacles les plus impressionnants que l'océan Pacifique ait à offrir. Un mur de requins composé de plusieurs centaines d'individus, tournant lentement dans la même colonne d'eau, jour après jour, saison après saison,
sur les mêmes monts sous-marins où se rassemblent les requins-marteaux, dans les colonnes d'eau qui montent des profondeurs chargées de nutriments. Un autre animal transforme cette abondance en un spectacle d'une nature complètement différente. La raie manta géante, avec une envergure qui, chez les plus grands individus, peut dépasser 7 mètres d'une pointe à l'autre des nageoires pectorales, et un poisson atteignant 2 tonnes, est le plus grand poisson du groupe des bathoïdes, le clade qui inclut toutes les raies et torpilles. Contrairement à l'image populaire associant les raies à des animaux qui rampent sur le fond, la raie manta géante passe la majeure partie de sa vie en eaux ouvertes, nageant grâce au battement continu de ses nageoires pectorales avec un mouvement que les biologistes décrivent systématiquement comme un vol sous-marin. La mécanique ressemble davantage à celle d'un oiseau dans l'air qu'à celle d'un poisson propulsé par la queue, c'est un filtreur. Elle se nourrit de zooplancton, de petits crustacés et de larves de poissons qu'elle filtre de l'eau au moyen de structures spécialisées situées dans la gorge, appelées plaques branchiales. Pour se nourrir, elle déploie 2 lobes céphaliques, des extensions musculaires situées de part et d'autre de la bouche qui au repos sont enroulées en spirale et qui pendant l'alimentation s'ouvrent vers l'avant, canalisant l'eau et le plancton directement vers la bouche ouverte de l'animal. Le processus est continu et silencieux. La raie manta nage lentement à travers la concentration de plancton avec la bouche complètement ouverte, traitant des volumes d'eau qui, chez les individus adultes pendant une séance d'alimentation active, peuvent dépasser plusieurs milliers de litres par heure, près ceux qui a fait de la raie manta géante. L'un des animaux marins les plus étudiés par la science cognitive n'est ni sa taille, ni sa façon de se nourrir. C'est son cerveau. La raie manta géante possède le plus grand quotient d'encéphalisation, le rapport entre la masse cérébrale et la masse corporelle de tout poisson connu. Son cerveau relatif est comparable à celui de certains oiseaux et mammifères. Dans une étude publiée en 2016, des chercheurs ayant placé des miroirs devant des raies manta géantes en captivité ont documenté des comportements interprétés comme des indices possibles d'autoreconnaissance. Les animaux passaient un temps significativement plus long devant le miroir que devant des surfaces non réfléchissantes de même taille, exécutaient des mouvements répétitifs inhabituels en s'observant eux-mêmes et exploraient des parties de leur propre corps qu'elles ne peuvent normalement pas voir directement tout en étant devant le miroir. L'interprétation reste débattue, car le test du miroir a des limites lorsqu'il est appliqué à des animaux dont l'anatomie et les systèmes sensoriels sont très différents de ceux des primates pour lesquels il a été conçu à l'origine. Mais ce qui n'est pas débattu, c'est que la raie manta géante manifeste des comportements de curiosité active envers des objets et situations nouveaux, une capacité d'apprentissage individuel et des comportements sociaux complexes qui dépassent largement ce qu'on attendrait d'un simple filtreur de plancton. Les raies manta géantes visitent des stations de nettoyage avec une régularité qui suggère une planification, des récifs ou formations rocheuses spécifiques où des colonies de poissons nettoyeurs éliminent les parasites et les tissus morts de leur peau. Ce qui est remarquable, c'est qu'elles modifient leur vitesse de nage et leur posture corporelle de manière spécifique pour faciliter l'accès des poissons nettoyeurs à des zones précises de leur corps, y compris l'intérieur des branchies. Ajustant cette posture en réponse au comportement des poissons nettoyeurs pendant la séance. Il y a négociation dans ce comportement. Il y a réponse contingente aux actions de l'autre. Cela exige un système de traitement de l'information considérablement plus sophistiqué que celui que possèdent la plupart des poissons. Son taux reproductif est l'un des plus faibles de tout poisson marin. Une femelle donne naissance à un seul petit après une gestation de plus d'1 an. Et l'intervalle entre les naissances peut être de 2 à 3 ans. Ce rythme si lent fait que toute pression de pêche sur l'espèce a des effets qui peuvent mettre des décennies à se résorber, même si la pression cesse complètement sous la surface, dans les eaux où les bancs de requins-marteaux et les raies manta géantes partagent l'espace avec les courants ascendants. Il y a un troisième protagoniste qui opère selon une stratégie complètement différente.
la vitesse pure et la coordination entre prédateurs qui n'ont pas de relation sociale durable entre eux. Le voilier du Pacifique est considéré comme l'un des animaux les plus rapides de l'océan. Les estimations de sa vitesse maximale varient selon la méthodologie employée, mais même les valeurs les plus conservatrices, entre 50 et 70 km/h en rafale courte pendant la phase d'attaque, le placent parmi les poissons les plus rapides qui existent. Son nom vient de la nageoire dorsale, une structure membraneuse qui, chez les individus adultes, peut être plus haute que la hauteur du corps du poisson lui-même, bordée d'un bleu intense qui fait paraître l'animal construit pour la vitesse, même lorsqu'il est immobile. Cette nageoire reste normalement repliée contre le dos pendant la nage de croisière, réduisant la résistance hydrodynamique. Pendant la chasse, elle se déploie entièrement. L'effet du déploiement de la nageoire sur les proies est double. Il augmente visuellement la taille apparente de l'animal, ce qui peut avoir un effet intimidant sur les bancs de sardines ou d'anchois, constituant sa proie principale. Et selon des hypothèses récentes basées sur l'analyse de la température de la peau pendant l'effort, il pourrait aider à dissiper la chaleur métabolique générée par la musculature en plein sprint, fonctionnant comme un radiateur qui évite l'hyperthermie pendant les attaques les plus intenses. La technique de chasse coopérative du voilier a été documentée avec des caméras à haute vitesse dans le Pacifique tropical oriental. Ce que montrent ces enregistrements est un système de tours entre plusieurs individus attaquant le même banc de proie. Chaque voilier effectue une charge rapide avec le bec déployé, frappant latéralement les poissons du banc pour les blesser ou les étourdir, et se retire avant que le banc ne puisse se réorganiser, permettant à un autre individu d'effectuer sa propre attaque sur un banc encore désorganisé par la charge précédente. Le bec, une extension osseuse de la mâchoire supérieure pouvant représenter jusqu'à un quart de la longueur totale du corps, n'est pas utilisé principalement comme arme de pénétration, mais comme arme contondante à grande vitesse. Le coup latéral contre le corps d'un petit poisson cause des dommages physiques suffisants pour l'incapaciter, sans nécessité de l'empaler. La coopération entre ces individus ne repose sur aucune relation sociale établie au préalable. Les voiliers qui participent ensemble à une attaque sur un banc de sardines peuvent n'avoir aucune autre interaction entre eux en dehors de ce contexte spécifique. Ce qui les maintient coordonnés pendant l'attaque, c'est la réponse en temps réel de chaque individu au comportement des autres et à l'état du banc de proie. Une forme de coopération opportuniste qui produit des résultats comparables à ceux de la coopération planifiée de prédateurs ayant des liens sociaux plus permanents. Dans les profondeurs les plus sombres du Pacifique oriental, loin de la lumière qui atteint les monts sous-marins où se rassemblent les requins-marteaux, vit l'un des céphalopodes les plus étudiés et les plus craints par les pêcheurs de la région. Le calmar de Humboldt peut atteindre 2 mètres de long et 50 kg. Il vit principalement dans les eaux froides et riches en oxygène du courant de Humboldt, qui longe la côte occidentale de l'Amérique du Sud, mais ces populations effectuent des migrations saisonnières vers le nord qui, lors d'années aux conditions océanographiques favorables, ont mené des individus jusqu'aux eaux de Californie et au-delà. Il a l'un des taux de croissance les plus rapides de tous céphalopodes connus. Il peut passer de quelques centimètres à plus d'1 mètre de longueur en moins d'1 an. Cette vitesse de croissance exige un taux métabolique parmi les plus élevés enregistrés chez les animaux marins de sa taille, ce qui explique pourquoi il doit consommer quotidiennement des quantités de proie équivalentes à une fraction significative de son propre poids corporel. Il chasse en grands groupes, ce qui, chez les céphalopodes, est un comportement peu courant. Les bancs de calmar de Humboldt peuvent contenir des centaines ou des milliers d'individus, et la coordination au sein de ces bancs comprend un système de communication visuelle par le changement rapide de couleur de la peau, contrôlé par des chromatophores qui modifient le motif chromatique de l'animal en fractions de seconde.
Des chercheurs ayant pu observer ces bancs avec des caméras à lumière rouge, que le calmar de Humboldt ne semble pas détecter, ont documenté des motifs de clignotement chromatique se propageant entre les individus du banc comme une onde, avec une synchronisation suggérant un type de signalisation coordonnée, bien que la signification spécifique de ces motifs n'ait pas encore été déchiffrée. Non loin de l'endroit où les calmars de Humboldt effectuent leur ascension nocturne vers les couches supérieures de l'océan, un autre prédateur du Pacifique est le protagoniste de l'un des phénomènes les plus impressionnants de la biologie marine des eaux ouvertes. Le requin bleu, Prionas glauca, est le requin océanique le plus abondant de la planète. Mince, avec de longues nageoires pectorales élégantes, d'un bleu indigo sur le dos qui se fond dans le bleu de l'océan ouvert et un blanc presque parfait sur le ventre, c'est un animal conçu pour le voyage longue distance et l'efficacité énergétique. Il se répartit dans tous les océans du monde entre les 60 degrés de latitude nord et sud, et ses migrations documentées par suivi satellitaire incluent des traversées complètes de l'Atlantique, de l'Europe à l'Amérique du Sud et retour, des voyages de plus de 10 000 km qu'un seul individu peut accomplir en plusieurs mois. Dans le Pacifique Nord, les requins bleus suivent le courant circulaire du nord du Pacifique dans un mouvement horaire qui les mène des côtes de Californie vers le Japon, du Japon vers les îles du Pacifique central et retour vers les côtes américaines. Ce circuit, dont les détails ne sont devenus clairs qu'avec l'adoption généralisée des émetteurs satellitaires dans les années 2000, a une logique écologique directe. Le requin bleu suit la répartition de ses proies préférées, principalement des calmars de taille moyenne et de petits poissons pélagiques, qui à leur tour suivent la répartition du plancton, qui à son tour suit la répartition des nutriments à la surface océanique. Le requin bleu n'est ni un chasseur d'embuscades, ni un sprinter sur courte distance. C'est un explorateur longue distance qui couvre d'immenses zones d'océan ouverts à la recherche de concentration de proies et qui, lorsqu'il les trouve, exploite cette concentration avec un appétit que les pêcheurs travaillant dans les zones de plus forte densité de cette espèce décrivent comme inépuisable. Les agrégations de requins bleus dans les zones de haute productivité du Pacifique Nord pendant les mois d'été peuvent inclure des dizaines ou des centaines d'individus se nourrissant dans la même parcelle d'eau pendant des jours consécutifs. La vulnérabilité des requins bleus à la pêche accidentelle, capturés involontairement sur des palangres destinées à d'autres espèces, en a fait l'une des espèces de requins avec la plus forte mortalité documentée due à l'activité de pêche humaine. Avec des dizaines de millions d'individus capturés annuellement, la plupart rejetés ou exploités pour le marché des ailerons, la population mondiale de requins bleus est peut-être celle qui supporte la plus forte pression d'extraction de tout requin pélagique de la planète. Le fait que l'espèce ne soit pas encore classée comme menacée en dit plus sur son abondance historique que sur le niveau de pression auquel elle est soumise. Les courants du Pacifique ne sont pas uniformes. Ce sont un système de rivières au sein de l'océan, des masses d'eau aux températures, salinité et vitesse d'écoulement distinctes, qui se déplacent les unes sur les autres, se mélangent en certains points et restent séparées en d'autres sur des milliers de kilomètres. Cette structure de courant détermine quels nutriments arrivent dans quelle zone de la surface à quel moment de l'année. Et cette répartition des nutriments détermine ce qu'il y a à manger, et donc où se trouvent les prédateurs. Le courant de Humboldt, qui s'écoule vers le nord le long de la côte occidentale de l'Amérique du Sud, transporte de l'eau froide depuis les latitudes subantarctiques. Là où cette eau froide rencontre les alizés qui poussent l'eau de surface vers l'ouest, se produit un processus de remontée côtière qui amène de l'eau des profondeurs vers la surface. Cette eau profonde, qui a passé des années ou des décennies à accumuler azote, phosphore et silicate dans les obscurités du fond, sans pouvoir atteindre la zone éclairée où il serait consommé, explose en productivité lorsqu'elle atteint enfin la lumière. Le phytoplancton qui pousse sur cette fertilisation naturelle est la base d'une pyramide trophique qui inclut les plus grandes biomasses de petits poissons du Pacifique, lesquels nourrissent à leur tour oiseaux marins, lions de mer, thons, requins et baleines.
Les îles océaniques reculées du Pacifique tropical oriental agissent comme des oasis de vie au milieu d'eau qui, dans d'autres zones tropicales, seraient relativement pauvres en nutriments. La topographie sous-marine de ces îles, formée par des volcans qui, dans de nombreux cas, se sont construits pendant des millions d'années d'activité éruptive avant d'atteindre la surface, crée une structure sous-marine tridimensionnelle de crêtes, vallées et canyons, qui interagit avec les courants océaniques majeurs pour produire des remontées locales d'eau nutritive. En ces points, la productivité primaire, la quantité de matière organique produite par le phytoplancton, peut être plusieurs fois supérieure à celle des eaux ouvertes environnantes. C'est dans ces îles que les concentrations de requins, de raies, de thons et d'autres grands pélagiques atteignent des densités sans comparaison en aucun autre point du Pacifique tropical. Dans les eaux des îles Galapagos, où de surcroît la confluence du courant de Humboldt avec le courant équatorial chaud crée des conditions océanographiques uniques, les requins marteaux à tête ronde se rassemblent en bancs, comptant à certaines périodes de l'année des centaines d'individus autour des monts sous-marins périphériques de l'archipel. Les requins soyeux, les requins des Galapagos et les requins nourrices partagent le récif avec les raies mantas géantes, les requins-baleines et les dauphins, créant une densité de prédateurs pélagiques que les biologistes marins travaillant dans ces eaux décrivent comme incomparable en aucun autre lieu de l'océan. Le requin-baleine mérite une attention particulière dans tout récit sur les prédateurs du Pacifique, bien que le terme prédateur appliqué à cet animal exige une révision de sa signification habituelle. Avec entre 12 et 18 mètres de longueur et jusqu'à 20 tonnes de poids, le requin-baleine est le plus grand poisson de la planète. Et ce que mange ce poisson gigantesque, c'est du plancton, des poissons de 4 cm et des œufs de poisson qu'il filtre de l'eau avec la même mécanique de filtration que les baleines à fanon. Mais chez un animal qui est indiscutablement un poisson, avec des branchies et du sang-froid et les minuscules écailles qui caractérisent les requins. La bouche du requin-baleine peut s'ouvrir jusqu'à 1,5 m de large. Dans les zones de plus forte densité de plancton, l'animal effectue le comportement que les chercheurs appellent alimentation verticale. Il sort la tête de l'eau et aspire activement la couche superficielle la plus riche, aspirant l'eau chargée de plancton avec une pompe buccale qui produit un flux d'entrée visible à distance. Aucun autre requin ne se nourrit de cette manière. C'est un comportement qui semble avoir évolué spécifiquement en réponse aux agrégations de zooplancton et d'œufs de poissons dans la couche superficielle de l'océan tropical, qui à certains moments de l'année sont si denses qu'il devient plus efficace de les aspirer activement que de nager au travers la bouche ouverte. Le requin-baleine possède en outre une peau que les chercheurs en vision par ordinateur ont commencé à utiliser de manière inattendue. Le motif de taches blanches sur fond gris foncé est unique à chaque individu, comparable en spécificité identificatoire à l'empreinte digitale humaine. Des algorithmes de reconnaissance de motifs développés à l'origine pour cartographier la position des étoiles sur des images astronomiques ont été adaptés pour identifier des requins-baleines individuels à partir de photographies de leurs motifs de taches. Et la base de données mondiale ainsi générée inclut déjà plusieurs milliers d'individus identifiés dans différents océans, ce qui a permis de suivre des mouvements migratoires longue distance qui auraient autrement été impossibles à documenter. Le requin-marteau à licorne est classé en danger critique d'extinction par l'Union internationale pour la conservation de la nature, la catégorie de menace la plus élevée avant l'extinction à l'état sauvage. La raison principale est la demande d'ailerons de requin pour la soupe, un produit de grande valeur sur certains marchés d'Asie de l'Est, combiné à la biologie reproductive de l'espèce. Maturité sexuelle tardive, entre 8 et 12 ans, et portée de 15 à 30 petits, avec un intervalle de reproduction d'au moins 2 ans entre les naissances. Les ailerons du requin-marteau sont particulièrement prisés sur ce marché pour leur taille et la forme reconnaissable de leur profil, ce qui a fait de cette espèce une cible prioritaire de la pêche dirigée vers la capture d'ailerons, une pratique où le requin est capturé, ses ailerons sont retirés sur le bateau
Et le corps, qui peut être encore vivant à ce moment, est rejeté à la mer où il meurt d'asphyxie, incapable de nager pour maintenir le passage de l'eau à travers les branchies, ou par hémorragie. Les grandes agrégations de requins-marteaux dans les monts sous-marins du Pacifique tropical oriental ont montré des déclins documentés en plusieurs des points les plus connus, avec des réductions de la taille des bancs observés qui, dans certains cas, dépassent 80% par rapport au relevé d'il y a 30 ans. Les bancs de plusieurs centaines d'individus, qui étaient habituels à certaines périodes de l'année, dans les années 80 et 90, sont réduits en de nombreux points à des dizaines ou à des groupes de moins de 20 animaux. Le paradoxe de ces agrégations est que leur prévisibilité même, la raison pour laquelle elles sont si spectaculaires pour l'observation scientifique et touristique, est aussi ce qui les rend vulnérables à la pêche dirigée. Un pêcheur qui connaît l'emplacement d'un mont sous-marin où se rassemblent des centaines de requins de manière prévisible chaque année a accès à une concentration de biomasse qui, en eaux ouvertes, nécessiterait des semaines de recherche. La raie manta géante est classée en danger par l'UICN, la demande pour ses plaques branchiales sur les marchés de la médecine traditionnelle asiatique étant l'un des principaux moteurs d'une pêche dirigée qui a augmenté de façon spectaculaire à partir des années 2000. Lorsque la demande d'ailerons de requins a commencé à faire l'objet de réglementations plus strictes et que certains marchés ont cherché des substituts, les mantas, dont on attribue à leurs plaques branchiales des propriétés médicinales qui n'ont aucune base dans les preuves scientifiques, sont devenus la cible d'une pêche que leur taux reproductif d'un petit tous les plusieurs années ne peut absorber. Les réserves marines établies autour de certaines des îles, les plus importantes du Pacifique tropical, ont montré des résultats positifs mesurables dans la récupération des populations de requins et de raies à l'intérieur de leurs limites. La zone marine des Galapagos, le parc national Cocos au Costa Rica et la réserve des îles du Pacifique sud colombien ont généré des données de récupération de populations de requins-marteaux que les chercheurs qui les analysent décrivent comme encourageantes mais fragiles. Les espèces migratrices qui passent une partie de l'année dans des zones protégées peuvent passer l'autre partie en eau internationale ou dans des zones aux réglementations moins strictes où la protection qu'elles reçoivent à l'intérieur de la réserve est annulée par des semaines d'exposition à une pêche non réglementée. Le requin-baleine est classé en danger, ses populations étant sous la pression de la pêche directe, dans certains pays où il n'est pas encore protégé, des collisions avec des embarcations sur ses routes migratoires et de la perturbation de ces zones d'alimentation par le tourisme de plongée qui, en certains points, a atteint des niveaux que les chercheurs considèrent comme perturbateurs pour le comportement normal des animaux. L'aube sur le Pacifique tropical oriental arrive avec une luminosité qui semble s'amplifier depuis l'océan lui-même. La surface, calme à cette heure, reflète le ciel avec une telle fidélité qu'il devient difficile de distinguer où finit l'eau et où commence l'air. Sous cette surface, à 40 mètres de profondeur, le banc de requins-marteaux qui a passé la nuit dans des eaux plus froides et plus profondes commence son ascension matinale vers les zones moins profondes du mont sous-marin. Le mouvement du banc, vu d'en haut, a la fluidité d'un seul organisme, des centaines de corps se déplaçant avec une synchronie qu'aucun système de coordination externe n'explique de manière satisfaisante. Près de la surface, une raie manta géante achève sa visite matinale à la station de nettoyage, restant presque immobile pendant que les poissons nettoyeurs travaillent sur sa peau, avant de déployer ses nageoires pectorales et de reprendre le vol lent vers les eaux ouvertes, où elle passera le reste de la journée à filtrer le plancton de la colonne d'eau. Plus loin, dans des eaux où aucun mont sous-marin ne rompt la continuité de l'océan profond, un groupe de voiliers repère un banc de sardines et commence la séquence d'attaque coordonnée qui en quelques minutes laissera le banc décimé dans les profondeurs. Dans l'obscurité où la température ne varie pas avec le cycle du jour et où le temps de la surface est sans pertinence, le calmar de Humboldt achève son cycle de vie à la même vitesse vertigineuse avec laquelle l'a achevé chaque génération précédente. Naissance, croissance explosive, chasse,
Reproduction et mort, le tout dans l'espace d'1 an ou 2. Avec l'urgence d'un animal qui semble savoir que le temps disponible est court, le Pacifique est l'océan qui occupe le plus d'espace sur cette planète. C'est aussi celui dont les habitants se servent depuis le plus longtemps, bien avant qu'aucun être humain n'existe pour le nommer. Tout ce qui se passe dans ces eaux, les bancs de requins-marteaux tournant au-dessus des monts sous-marins, les raies mantas défilant devant les poissons nettoyeurs, les voiliers attaquant en tour parfait, les calmars communiquant par des éclats de couleurs dans l'obscurité, s'est produit pendant des millions d'années avant notre arrivée et continuera de se produire si nous lui en laissons l'occasion. Pendant des millions d'années après que nous aurons cessé d'exister, la question que le Pacifique pose à quiconque s'arrête pour l'écouter n'est pas de savoir comment il fonctionne. Après 170 millions d'années d'existence, il a amplement démontré qu'il sait fonctionner sans notre aide. La question est de savoir si nous allons continuer à démonter ces pièces avant d'avoir fini de comprendre à quoi sert chacune d'elles.